Et en Californie, j'ai rencontré Ashad, donc on peut voir sur la photo, à droite, c'est mon patron, et à gauche, bah, c'est moi quand j'étais jeune et j'avais encore une touffe de cheveux. Euh, et donc, en fait, mon patron, lui, il était donc australien et il a débarqué en Californie, pareil, 6 mois avant moi, pour créer sa boîte parce qu'il venait en fait de créer, il venait en fait de finir son postdoc et il voulait en fait créer de son postdoc une entreprise. Et donc, il avait mis sur Craigslist, qui est un peu le bon coin américain, euh, une annonce. Et en fait, j'ai trouvé mon job et c'était en fait que lui et moi pendant après 2 ans. Et on a en fait réussi à lever des fonds, 3 millions de dollars, juste pour 2 personnes. Donc, c'est vraiment, vraiment c'était cool, quoi. Vraiment, enfin, on sent qu'aux États-Unis, les gens, ils nous font confiance. C'est 2 immigrés qui débarquent. Et donc, j'ai pu voir en fait l'entreprise grandir de 2 à 10 personnes. Donc, c'était vraiment super comme expérience. Et en fait, donc cette entreprise, c'était en fait une. Alors, j'enlève la musique. C'était en fait une entreprise de robotique. Donc, c'est vraiment ça, ce qui m'a un peu catapulté dans l'analyse de signal, enfin, dans le domaine professionnel. Et en fait, on peut voir là en rouge, c'était notre solution Navisense de positionnement. Et le bleu, c'était en fait le GPS. Donc là, on peut voir notre position en 3D en temps réel, enfin en 3D avec les données enregistrées du téléphone. Et en fait, Navisense, ce qu'on faisait, c'était de la fusion de capteurs, où en fait, on prend tous les capteurs qui sont sur le téléphone. Donc, c'est l'accéléromètre, le gyroscope, le baromètre, le GPS, le magnétomètre. Et en fait, tout ça pour donner en fait une position ultra précise de là où on est sur le téléphone. Donc, vraiment pour en fait remplacer le GPS que Apple donne ou que Android donne pour en fait donner notre propre solution. Euh, donc vraiment, ça c'est. Et donc là, on peut voir vraiment le GPS. On est en intérieur et le GPS, on peut pas savoir où on est. Et là, on peut voir donc à gauche les coordonnées globales et à droite vraiment en altitude comment est-ce qu'on monte dans les escaliers, quoi. Donc c'est vraiment. Donc vraiment, enfin après du coup 5 ans à Navisense, donc j'ai vraiment passé d'un junior ou jusqu'à en fait j'ai géré une équipe de 7 personnes. Euh, et en fait, après 5 ans, je me suis dit, bon, il faut bouger. Et là, en fait, c'est là où j'ai rejoint en fait, Point One Navigation. Et Navigation, en fait, bah, c'est pareil, c'est dans un système de navigation, mais cette fois pour les voitures autonomes. Donc, nous, en fait, donc dans le puzzle des voitures autonomes, il y a en fait beaucoup de verticales différentes. Donc, une des verticales, c'est peut-être par exemple les systèmes de perception. Donc, comment est-ce que la voiture, elle voit? Qu'est-ce qu'elle voit? Comment est-ce qu'elle analyse les données visuelles? Ensuite, il y a les systèmes de contrôle, par exemple. Donc, comment est-ce que la voiture contrôle, comment est-ce que l'algorithme contrôle les véhicules, en fait, avec toutes les données qu'ils ont déjà en mémoire, enfin, tous les passants, toutes les routes, etc. Et ensuite, vraiment le puzzle, une des parties du puzzle, c'est le système de positionnement. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce que tu as un système de positionnement ultra précis? Et en fait, c'est vraiment sur ça que Point One se focalise. Donc, c'est vraiment garantir un système de positionnement de 10 cm dans n'importe quelle condition. Donc, alors, déjà, pour un peu donner un background de l'équipe, de l'ADN, donc il y a déjà le genre de MITRE. Donc, MITRE, mitre, voilà. C'est en fait des gens de MIT. Donc MIT, donc vous connaissez, je pense, MIT, ils ont créé en fait une branche de consulting pour l'armée américaine. Donc en fait, eux, ce qu'ils font, c'est ils font des fusées et MITRE, ils font des fusées et des satellites. Voilà. Ensuite, il y a Cornell Engineering, donc c'est une des grandes boîtes, une des grandes universités américaines. Ensuite, donc Ford, la NASA, et finalement, bah, en fait, on a DARPA. DARPA, c'est très important parce que c'est un peu eux qui ont mis en mouvement tout le mouvement des voitures autonomes dans le monde. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, DARPA, c'est Defense Advanced Research Project Agency. Donc, c'est en fait une branche de la défense américaine, donc de l'armée, qui, en 2003, a en fait investi dans le premier projet de voiture autonome au monde dans le désert californien. Donc, mon patron de Point One et mon patron Ashad de Navisense avaient déjà commencé à travailler sur les voitures autonomes en 2003.
Et donc, en fait, ce premier projet en 2003, c'était vraiment en fait toutes les universités dans le monde qui étaient sélectionnées. Je crois qu'il y en avait 50. Donc, il y avait l'université de technologie d'Australie, de Sydney, l'université Cornell, il y avait Stanford, MIT. Et donc, en fait, c'était vraiment aller à travers le désert le plus vite possible. Et en fait, ceux qui gagnent, ils avaient un prix de 1 million de dollars. Donc, en 2003, personne n'a gagné. En 2005, on a au moins toutes les voitures ont fini. Et puis en 2007, il y a eu le troisième challenge. C'était en fait que les voitures soient dans une ville fantôme et puissent naviguer, reconnaître des signes stop, des signes stop ou des feux de signalisation, etc. Et c'est vraiment en fait quand on regarde maintenant toutes les boîtes de la Silicon Valley qui sont dans la voiture autonome, tous les PDG ont commencé à DARPA. Donc c'est-à-dire que ce soit Cruise ou même Twilio ou Waymo, qui est la branche de voiture autonome de Google. Pardon? Non, je crois qu'il y a vas-y, continue, il y a un problème de micro, je crois. Ah d'accord, ok. Donc voilà, donc ça c'était vraiment, ça c'est un peu, donc ça fait vraiment l'ADN de la boîte, donc c'est vraiment des gens qui sont dans l'aérospatiale et dans l'ingénierie logicielle assez hardcore et dans la robotique. Et moi, forcément, Epitech, quoi. Donc je suis le seul français de l'entreprise. Donc, en comprenant un peu l'ADN de l'entreprise, maintenant on peut voir un peu comment est-ce que on va de l'avant en fait avec les solutions développées. Donc déjà, la manière dont on arrive en fait à avoir une position tellement précise, c'est avec 3 verticales. Les 3 verticales, donc la première c'est Polaris. Donc je vais aller en fait en détail dans chacune de ces solutions au fur et à mesure des slides. Donc c'est là où ça va devenir plutôt dense au niveau du contenu. Donc alors, la première verticale, c'est Polaris. Polaris, c'est en fait un réseau de correction GNSS qu'on déploie à travers le pays. Donc, c'est des petites briques qui corrigent en fait les signaux satellitaires. Donc, je vais aller en détail après, plus tard. Ensuite, il y a Fusion Engine. Fusion Engine, c'est un système de fusion de capteurs sur un ordinateur de bord, donc qui fuse vraiment le GNSS, l'IMU, le CAN, donc l'odométrie des roues, sur un ordinateur de bord pour donner vraiment une position. Et ensuite, VMAP, et donc moi c'est vraiment sur ça que je travaille en fait, c'est VMAP, c'est ajouter en plus du GNSS, de l'AMU, du CAN, la caméra. Donc en fait ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que dans toutes les situations, en fait, il y a un capteur qui va être plus performant que d'autres capteurs. Donc par exemple, quand on est sur l'autoroute et qu'on est à ciel ouvert, les capteurs GNSS vont être très très bons. Donc, parce qu'il y a en fait, on voit directement les satellites. Par contre, la caméra, elle va pas être bonne parce qu'il n'y a pas en fait beaucoup de variété dans l'image qu'on voit. Parce que sur une autoroute, il n'y a pas beaucoup de variété en soi. Alors que par exemple, si on est dans des canyons urbains où il y a des grandes tours, en fait là, on peut voir que le GNSS, il n'est pas bon parce qu'il y a beaucoup en fait de ricochets de signaux radio, de signaux satellitaires, alors que la caméra, alors que l'image vue par la caméra est très riche. Donc vraiment, c'est en fait ça qui est important de comprendre, c'est que avec le système de fusion de capteurs, c'est vraiment garantir un positionnement de 10 cm de précision dans n'importe quelle situation. Donc qu'on soit au sous-sol ou qu'on soit sur l'autoroute, il faut que c'est la même performance. Voilà. Donc, je vais passer à la première verticale, un peu plus en détail. Donc ça, c'est en fait donc ce réseau de correction GNSS. C'est en fait un réseau d'antennes GNSS qu'on déploie à travers le monde. Donc là, on les a déjà déployés vraiment partout aux États-Unis, donc après tous les 50 km, sauf dans les déserts. Donc là où il y a des trous, c'est là où il y a le désert en fait. Et en fait, ce que cette antenne permet de faire, c'est vraiment en fait, c'est corriger les signaux satellitaires. Donc en fait, quand le signal satellite sort du vide de l'espace et rentre dans l'atmosphère terrestre, donc c'est-à-dire qu'il est soumis en fait à des déformations à cause du magnétisme terrestre. Donc c'est-à-dire les différentes couches atmosphériques, donc l'ionosphère, la troposphère, en fait, déforment les radiofréquences satellitaires quand elles arrivent quand elles arrivent jusqu'à votre device, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce que cette balise permet de faire,
c'est en fait résoudre le GPS, mais à l'envers. Donc, c'est-à-dire, parce qu'on sait, nous, où on est, ben, on pourrait arriver à calculer où le GPS devrait, où le satellite devrait être. Et en fait, avec ça, on peut corriger les radiofréquences qui rentrent dans l'atmosphère. Et quand une voiture se balade dans les alentours d'une de ces antennes, ben en fait, on a une antenne sur la voiture qui en fait reçoit aussi en temps réel le GNSS. Et en fait, la voiture se connecte au cloud et elle prend le signal GNSS qui est reçu en temps réel et applique la correction Polaris. Voilà, donc c'est ça en fait euh, qui est ultra important. Donc ça, en fait, déjà, ça augmente le GPS d'une manière quand même non, considérable, juste en ayant cette infrastructure. Voilà. Donc, voilà, c'est quand même pas si facile d'avoir ce genre d'infrastructure. Donc là, c'est par exemple une des balises, quelqu'un s'est entraîné à tirer dessus au fusil à pompe. Voilà, donc on doit quand même continuellement maintenir cette infrastructure. Pour en fait, on doit maintenir cette infrastructure pour en fait garantir les fonctionnalités de notre système de fusion de capteurs. Donc, ce qui nous amène en fait du coup à la deuxième verticale. Et donc, cette deuxième verticale, c'est notre ordinateur de bord qui s'occupe en fait de la fusion de capteurs en soi. Donc, sur la voiture, on a une flopée de capteurs. Donc, ces capteurs, on a donc l'antenne GNSS dont je vous parlais avant, on a l'AMU qui est l'accéléromètre, le gyroscope, et on a le CAN. Le CAN, en fait, lui, nous donne en fait la rotation des roues. Et en fait, tout ça, donc on le combine ensemble, plus les corrections Polaris, pour en fait vraiment procurer une position hyper précise en temps réel. Donc là, on peut voir la voiture rouge. Donc ça, c'est notre solution. Voilà, donc c'est en fait l'ordinateur de bord qui est en train de donner ses prédictions en fonction des calculs, de tous les calculs, donc du GNSS, de l'AMU, etc. Ensuite, donc là, ce qu'on peut voir en haut à droite dans le cadran, en fait, ça, c'est tous les satellites visibles par l'antenne. Et ensuite, à gauche, on peut voir, en fait, ça, c'est la caméra. Et on peut voir, en fait, les points rouges. Et ça, en fait, c'est la reconnaissance visuelle qui s'applique et qui corrige, en fait, les problèmes de ricochet, etc., sur le GNSS. Donc, en fait, par exemple, l'utilité vraiment de la caméra ici, c'est alors le signal GNSS qui est très très bon donc quand on est en open sky, bah, il est très mauvais en fait quand il y a des bâtiments très grands à cause des ricochets. Donc c'est-à-dire que quand l'antenne reçoit son signal, bah, c'est possible que quand il y a des bâtiments, bah, en fait le signal ait eu un ricochet et en fait tu ne reçois pas le signal directement du satellite, mais tu reçois un signal qui a ricoché d'un bâtiment vers l'antenne. Et du coup, en fait, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette fusion de capteurs. Et c'est là où la caméra elle rentre en jeu. Alors, et donc ça va nous mener un peu à cette vidéo pour montrer alors un peu les capacités juste du système de fusion. Donc cette fois sans la caméra. Et donc en fait, ça c'est Thunderhill. Thunderhill, c'est un concours chaque année qui est lancé au nord de San Francisco où ça s'appelle en fait Self-Racing Cars. Donc c'est un concours de voitures autonomes, de courses de voitures autonomes. Donc ici, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la voiture, en fait, elle est aveugle. Donc les caméras, en fait, ne servent à rien ici. Nous, tout ce qu'on utilise, c'est notre ordinateur de bord et un système de contrôle plus notre position en temps réel, après avoir conduit autour du circuit une fois. C'est-à-dire qu'après avoir conduit autour du circuit une fois, on arrive en temps réel juste à suivre le circuit comme un peu des rails virtuels. Donc ici, vous pouvez voir à gauche, c'est le COO de l'entreprise, Chief Operating Officer, et à droite, c'est le CEO dans le cockpit. Donc, j'étais à l'arrière de la voiture et c'est flippant. Ouais, c'est flippant quand la voiture, elle conduit et à 70 km/h et que c'est pas toi qui es en train de toucher le volant. Voilà. Donc. On n'est pas épargné par les problèmes d'informatique. Qu'on bosse dedans. J'ai eu la fois je bosse dedans. Ouais, moi aussi. Ok.
Tu t'es mute, Lucas. Allô, vous m'entendez? Ouais, c'est bon, on t'entend. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ok, ok, cool. Je sais pas comment j'ai fait. Bon. Alors, du coup, ici, en fait, on a gagné le concours. Et donc, c'était cool parce qu'en fait, toutes les autres boîtes, elles avaient une panoplie, une flopée de capteurs, des LiDAR, enfin vraiment des capteurs hyper précis. Et nous, on a débarqué avec juste une panoplie à $1000 en tout. Parce qu'il faut savoir qu'un LiDAR, ça coûte au moins $10 000 l'unité. Donc, nous, on est arrivé, on a tous un peu cramé, donc c'était cool. T'es assez fier de ça, quoi. Donc, maintenant, je vais vous expliquer un peu comment est-ce qu'on prépare ces démos. Enfin, alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est un peu des rails virtuels. Donc, vraiment, vous pouvez voir en haut à gauche, en fait, la voiture est juste en train de suivre une trajectoire. Et en fait, tout ce qu'on a développé, c'est le système de contrôle. Donc, le système de contrôle, là, il est écrit en C#. Et en fait, il a à peu près, le système de contrôle a après, je crois, 10 ans, parce qu'il a commencé, on l'a écrit, mon patron l'a écrit déjà en 2007 pour le concours des voitures autonomes de l'armée américaine. Donc, ensuite, en haut à droite, vous pouvez voir en fait le drone. Et le drone, en fait, il est équipé de la même technologie. Donc, en fait, on a juste mis l'antenne GPS et la correction, le système de correction, pour que le drone, en fait, sache où il est. Et en fait, que la voiture, et en fait, qu'il puisse suivre la voiture. Donc, c'est-à-dire que le drone, en fait, il ne suit pas visuellement la voiture. Il suit la voiture, en fait, que via les coordonnées GPS. Donc, de la voiture et ses propres coordonnées. Et donc, là, on peut voir, en fait, donc, la vue du drone qui suit la voiture qui se conduit toute seule. Ensuite, en bas à gauche, on peut voir une UI qui est assez moche de là où on est dans le monde. Et en bas à droite, donc la voiture, le système de contrôle, et on peut voir vraiment la répétabilité du système. Donc j'ai été aussi à l'arrière à cet endroit-là et c'était vraiment c'était flippant, surtout quand la voiture à 70 km/h, elle prend un gros tournant à côté de l'eau, c'est vraiment flippant, quoi. Donc voilà. Alors, un peu en ce qui concerne le hardware à l'arrière de la voiture. Donc là, il y a le Novatel Truth System. Donc ce Novatel, c'est en fait c'est des capteurs à inertie qui coûtent après $150 000 l'unité. Donc c'est ce qui est normalement utilisé dans les avions. Donc vraiment pour garantir un système de navigation ultra précis. Et donc ça, c'est un outil qui nous sert à déterminer où est-ce que nous, on est en comparaison et la qualité de notre solution à nous. Et ensuite, vous pouvez voir juste à gauche de ça, le Atlas, qui est Fusion Engine. Et donc ça, en fait, notre Fusion Engine, il coûte $1000. Donc voilà. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en ce moment que notre Fusion Engine, qui est donc sur notre ordinateur de bord à $1000, il est meilleur que le Novatel. Et alors, juste une petite anecdote. Donc, on a une tablette à l'avant de la voiture. Et une fois, on a laissé la voiture garée et quelqu'un est rentré dedans et ils ont volé la tablette à l'avant, donc qui coûte $400. C'est dommage, ils ne savaient pas qu'il y avait le système de navigation à $150 000 à l'arrière. Ils auraient pu prendre ça. Donc, ça aurait fait un bon petit pactole à la place. Mais bon, voilà. C'est marrant. Donc ensuite, on a les ordinateurs de vision à gauche. Donc, on a deux ordinateurs de vision. Donc, un qui est plus embarqué, qu'on utilise en fait pour les systèmes de relocalisation, et un autre en fait qui est utilisé juste pour le processing en fait de l'indistorsion de l'image, d'extraction de primitives, etc. Puis donc, tout ça, je vous l'expliquerai après. Donc, et ensuite, on a les ordinateurs de logging et le système énergétique de la voiture et le LAN. Voilà. Et ensuite, donc ça nous mène alors à la caméra. Alors la caméra, c'est pas une caméra comme ce qu'on a dans l'iPhone, c'est une caméra qui coûte à peu près $350. Et en fait, alors ce qui est important de comprendre, en fait, c'est donc dans les caméras de l'iPhone, on a en fait ce qu'on appelle des volets, des rolling shutter. Donc c'est-à-dire en fait des volets qui exposent les pixels ligne après ligne.
Donc, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'iPhone, tous les pixels sont vraiment exposés les uns après les autres. Donc, quand en fait, on fait des mouvements assez brusques avec l'iPhone, ben, c'est ça en fait qui donne des distorsions dans les images qu'on prend, parce que les volets, en fait, qui s'ouvrent et qui se ferment quand on prend les vidéos et les photos, ben, ils n'exposent pas les pixels en même temps. Et donc ça peut créer des gros problèmes dans les algos d'imagerie. Et donc, il y a des algorithmes pour les résoudre, mais pour l'instant, on ne va pas les résoudre. Enfin, voilà, c'est pour plus tard. Et en fait, c'est pour ça qu'on a une caméra Global Shutter. Et en fait, ce Global Shutter, ça permet en fait d'exposer tous les pixels en même temps et empêcher ce type de déformation à cause du mouvement. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on utilise ce genre de caméra. Et ensuite, on a un mount qui est imprimé en 3D. Et donc ça nous amène au système de vision. Donc, alors, ici, ce qu'on peut voir, en fait, c'est la reconstruction 3D. Donc, c'est vraiment sur ça sur quoi je travaille. Donc, alors, juste avant d'aller dans la vidéo un peu plus loin, donc la manière dont ça marche, en fait, c'est que, au contraire du système GNSS, etc., de l'ordinateur de bord qui fait la fusion de capteurs, les systèmes de vision, en fait, ce qu'ils demandent, c'est avoir une carte au préalable. Donc, c'est-à-dire que quand on va conduire la voiture dans un endroit pour collecter des données, pour en fait augmenter le reste du système, il faut qu'on ait déjà une cartographie de l'endroit. Donc, c'est-à-dire qu'une autre voiture soit déjà venue pour cartographier l'endroit et en fait qu'une autre voiture télécharge cette cartographie pour pouvoir l'utiliser pour augmenter le système de positionnement en temps réel. Donc, c'est-à-dire que ça, en fait, donc ça c'est la cartographie. Donc, ça, c'est le moment où en fait on reconstruit la cartographie. Et donc, ça, c'est un post-process. Donc, c'est vraiment en post. Pour en fait, donc voilà, désolé. Donc, cette cartographie, en fait, elle se fait télécharger plus tard par une voiture qui utilisera cette carte pour se le repositionner. Donc là, mince. Oups. Donc en fait, donc cette reconstruction 3D, en fait, elle est utilisée donc juste pour se repositionner plus tard. Donc, alors, à gauche, en fait, ce qu'on voit, c'est l'extraction de primitives. Donc, ces primitives, c'est les petits carrés blancs, les petits carrés verts. Et en fait, c'est des pixels. Donc, c'est des pixels d'intérêt. Et en fait, on utilise ces pixels. Donc, par exemple, si on voit un pixel dans une image et ce même pixel dans l'autre image, il y a un parallaxe qui s'applique. Et ce parallaxe nous permet en fait de faire une triangulation et via une seule caméra, déterminer où ce pixel est en 3 dimensions. Ensuite, on a l'apprentissage machine qui se greffe au-dessus de ça, où en fait on peut voir les pixels rouges, c'est les pixels qu'on enlève. Donc c'est vraiment en fait les pixels qui appartiennent à des objets dynamiques. Donc la raison pour laquelle on enlève les objets dynamiques, c'est si on utilise une cartographie qui contient des images de voitures, donc des pixels de voitures, ben en fait ça enlève de l'intégrité de cette cartographie. Donc, en fait, on veut enlever tout ce qui est dynamique et garder tout ce qui est statique dans l'image. Pour, en fait, quand on se relocalise dans le futur, ben, on n'aura aucun pixel qui appartienne à des voitures. Et on n'aura que des pixels qui appartiennent à des objets statiques, dont des bâtiments, des panneaux de signalisation, etc. Et donc là, maintenant, on peut voir, bon, ça allait un peu vite, hein, mais on peut voir, en fait, donc ça, c'est la carto qui est reconstruite en 3D et qu'on va en fait utiliser. Donc, la technologie s'appelle Monocular SLAM, donc Simultaneous Localization Mapping. Donc maintenant, on peut voir que là, à droite, c'est la cartographie de Bird's Eye View, avec le nuage de points à droite, et en fait, la trajectoire dans ce garage, dans ce parking, en position globale. Voilà. Donc, en fait, maintenant, on a vu le processus de mapping, donc c'est-à-dire de cartographie. Et maintenant, en fait,
je vais vous montrer le processus de relocalisation. Donc, c'est-à-dire que maintenant, là, on est dans le quartier italien à San Francisco, donc qui s'appelle North Beach. Et en fait, on peut voir à gauche, il y a les points rouges. Et en fait, ça, c'est le point cloud dans le repère de la caméra. Et en fait, on peut voir à droite, ça, c'est la relocalisation de la voiture par rapport au point cloud. Donc, en fait, ce qui se passe en temps réel pour en fait permettre, pour permettre en fait que notre solution marche très bien dans les endroits très difficiles pour le GNSS ou l'AMU, en fait, on va cartographier ces endroits et ensuite, quand une autre voiture vient, elle peut utiliser les cartes qui ont déjà été créées pour en fait augmenter le GNSS avec les positions qu'on voit là à droite, en fait. Voilà. Alors, donc maintenant, je vous explique un peu comment tout ça s'imbrique, et enfin, pour avoir un peu une vue d'ensemble. Alors, on a déjà notre ordinateur principal qui est le Fusion Engine Computer, qui est un ordinateur embarqué. Donc, c'est vraiment en gros. Alors, ce Fusion Engine, il prend du coup les encodeurs de roue, les signaux GNSS en temps réel, puis il corrige les signaux GNSS avec une connexion au cloud Polaris, donc qui est la première verticale dont je vous expliquais. Et ensuite, quand il y a une carte qui est présente dans l'environnement, enfin dans l'endroit où on est, là, l'ordinateur de Computer Vision, en fait, lui, il s'occupe du repositionnement. Donc, c'est-à-dire qu'on a vu au slide d'avant. Et en fait, ce repositionnement envoie une position qui va se fusionner avec le reste des signaux, donc GNSS, encodeur de roue, etc. Donc wheel speed. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, l'architecture système. Et ça, c'est ce qui se passe en temps réel dans la voiture, 100 fois par seconde, quoi. Voilà. Alors, maintenant, on a à peu près couvert toute la tech et je vais vous parler un peu plus des projets expérimentaux sur lesquels je travaille. Donc, alors maintenant, ce qu'on a dans notre cartographie, c'est que des pixels, donc des points de repère, qui n'ont pas vraiment de contexte. Et en fait, maintenant, ce sur quoi je travaille, c'est en fait ajouter plus de contexte à la cartographie. Donc, en fait, on peut voir en haut à gauche, il y a la prédiction d'un modèle, d'un réseau neuronal, qui est en fait, qui nous donne en fait les marquages au sol. Et en fait, ce réseau neuronal, j'extrais en fait la prédiction et je fais en fait des calculs avec en fait chaque pixel a un score et en fait j'extrais ces scores et ces scores en fait me permettent donc de voir de l'image du dessous, de vraiment d'extraire où sont les marquages au sol. Voilà. Et on peut voir en fait à droite, en fait vu qu'on sait où la caméra est en 3D, on peut en fait reprojeter où sont les marquages en 3D aussi. Donc ça donne un truc assez cool, comme ça. Donc on peut voir en fait, on peut voir à travers la voiture devant nous parce qu'en fait on sait où ces marquages au sol sont en 3D. Voilà. Donc ça c'est vraiment, on projette les marquages au sol 3D dans le repère de la caméra à nouveau. Voilà. Voilà. Alors, donc ça c'était après tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Et j'espère que ça vous a plu. Merci Lucas. Du coup, j'ai vu, on a dépassé, je crois qu'on a à peu près à 150 personnes, 143 personnes présentes, ce qui est un beau score pour UpTalk. Donc, n'hésitez pas à poser des questions directement dans le chat ou si vous souhaitez prendre la parole. Voilà, ça arrive. Alors, est-ce que c'est différent par rapport à ce que fait Tesla? Oui, complètement. Alors en fait, Elon Musk, donc on a travaillé avec eux.
On a perdu Ouais, j'ai l'impression qu'on a Lucas. perdu Lucas, effectivement. On a perdu la Californie. Il faut que je le réinvite, Ah. du coup. Il y a le petit message dans le chat, Lucas a quitté la réunion. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû perdre sa connexion, effectivement. Ouais, je vais lui renvoyer. On a parlé d'Elon Musk. Hein. Ah, c'était le Ah, sujet tabou. c'est ça. Je pense que. Attention. Ah, Lucas, tu es avec nous de nouveau? Ah, elle arrive. Oui, Lucas? Ouais, je me suis fait boot. C'est ce qu'on disait, tu as parlé d'Elon Musk, je pense que ça a eu un effet, tu t'es fait rejeter. c'est ça. C'est ça. Du coup, ça s'est coupé où? Faut que je reprenne. Je disais non, en fait, par rapport à la question, par rapport à Tesla, est-ce que vous faites la même chose que Tesla? En fait, on t'a coupé quasiment dès le début de ta réponse. Ah, ok. Alors, ouais, donc, en fait, Elon Musk, eux, ils utilisent en fait un procédé qui est complètement machine learning. Donc, c'est-à-dire que nous, on fait par exemple la carte 3D pour se repositionner. Tesla, eux, en fait, ils font pas du tout ça. Toutes les décisions sont prises en fait dans l'instant. Donc, ça veut dire que eux, la voiture, elle ne sait pas s'il y a un panneau de signalisation en avance. Ils ne savent pas s'il y a un stop en avance. Et les marquages au sol, la voiture ne sait pas les marquages au sol de manière très très précise. Donc en fait, la détermination des marquages au sol pour Tesla, elle se fait en temps réel avec des algos de machine learning. Donc il y a beaucoup de leviers technologiques que Tesla n'utilise pas, comme la reconstruction 3D. Enfin, ils font de la reconstruction 3D, mais ils ne l'utilisent pas pour la relocalisation. Donc, ils font beaucoup de choses, mais Elon Musk a une sorte d'idéologie que si l'humain peut le faire, la voiture devra faire de la même manière. Et en fait, je pense que c'est dommage parce qu'il pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus puissant et beaucoup plus utilisable que ce qu'ils ont maintenant, parce qu'en fait, ils n'utilisent pas assez leurs données, je trouve. Voilà. Je vais peut-être rajouter encore un truc, c'est que la majorité des boîtes comme Google, je suis encore là. Hein. Ouais, t'es encore là. Ok, T'es là. je ne suis pas booté. Cool. Et donc, alors, c'est que Google, avec leur Waymo et tout, eux, ils utilisent le LiDAR, ou même Cruise, ils utilisent le LiDAR, et en fait, le LiDAR, ça, ils font en fait constamment des mises à jour de leur carto LiDAR pour garantir en fait un positionnement aussi très précis des véhicules. Donc vraiment, donc Tesla, quand on regarde, il y a quand même beaucoup de lacunes, je trouve. Ouais. Ok, super. Il y a Florent qui demande dans quel langage codez-vous? Du C++. Enfin, vraiment, on fait que du C++. Et du Python pour les trucs pas très importants, mais sinon, on fait que du C++. Ouais. Ok, super. Il y a Timothée qui demande comment évaluer les risques et les dangers. Ouais, alors nous, ce qu'on fait, c'est on se focalise vraiment sur le niveau 2, niveau 3, au niveau du positionnement, enfin les voitures autonomes de niveau 2, niveau 3, parce que c'est ce qui va arriver sur le marché dans 2 à 4 ans. Et on va aider certaines boîtes pour du niveau 5, mais donc on ne se focalise pas vraiment sur les systèmes de perception, etc. Donc au niveau des dangers, nous déjà ce qu'on sait, c'est qu'on peut déjà aider à la conduite juste en garantissant une très très bonne position de la voiture. Et en fait, le constructeur peut utiliser ça pour garantir qu'on reste entre
les marquages au sol ou différentes applications, par exemple. Mais je sais que, il y a, même Tesla, par exemple, ça quand même s'ils ont des problèmes, ça réduit déjà les risques parce que leur conduite autonome, déjà juste sur les autoroutes, c'est quand même c'est déjà très très safe. Donc, je pense qu'il y a ça déjà juste laisser un robot faire ça, ça améliore déjà en fait la robustesse de votre conduite. Ouais. Donc, bonne question de Mathéo qui dit que pensez-vous des questions éthiques par rapport à la responsabilisation des constructeurs, par exemple? Alors moi, je pense que c'est les constructeurs qui devraient, parce que c'est leurs algorithmes qui tournent. Je pense que c'est aux constructeurs s'il y a des morts, je pense que ça devrait être leur faute parce que c'est vraiment leurs algos qui se sont plantés. Donc moi, je pense que c'est ça. Après, en ce moment, c'est pas la réalité est tout autre. C'est que c'est l'individu qui prend en responsabilité. Et moi, je pense que c'est justement ça devrait être les constructeurs. Florent qui demande, pensez-vous qu'aujourd'hui les gens seraient prêts à monter dans des voitures autonomes? On peut faire un sondage parmi les participants. Alors, ça dépend. Moi, je vois ma mère qui a 70 ans. Elle attend que ça. Bon, peut-être qu'elle est un peu biaisée parce que je travaille dedans, mais elle attend que ça. Après, je pense que la plus grosse crainte, c'est pas vraiment au niveau de la réticence des gens, c'est plutôt au niveau économique. Qu'est-ce qu'on va faire des gens qui sont dans les taxis? Qu'est-ce qu'on va faire des gens qui conduisent des camions? Qu'est-ce qu'on va faire des gens qui vraiment travaillent dans les milieux des transports, les chauffeurs de bus, etc. Et c'est plutôt ça, en fait, moi, je pense, la question, que si les gens seront réticents ou pas. Ouais. Voilà, j'ai fait la connerie de demander aux gens de liker, du coup, je ne vois plus les questions qui apparaissent dans le chat. Je suis en train de me faire... Ok. Je suis en train de me faire spam. Je sais pas si. Alors, Franck... je peux te dire les questions suivantes. Alors, est-ce que cette technologie peut être efficace dans une utilisation plus dédiée à la vitesse sur circuit type Robocar, par exemple? Est-ce que alors, si cette technologie peut être utilisée pour des circuits comme Robocar, c'est ça? C'est ça. Ok. Oui, clairement. Je veux dire, on pourrait vraiment. Alors, vu que c'est pas notre projet principal, ce truc de Robocar, on l'a pas vraiment poussé aux limites. Mais ouais, on pourrait vraiment essayer de le pousser aux limites et avoir un système de contrôle plus avancé qui gère la torque quand on est à 120 km/h, etc. Donc ouais, clairement, on pourrait l'utiliser. Ok, alors du coup, la technologie utilisée par Tesla ne serait-elle pas donc plus dangereuse que celle que vous utilisez? Je crois que tu as partiellement répondu à cette question. Ouais. Alors, donc, nous, en fait, dans le puzzle un peu des voitures autonomes, il y a les systèmes de perception, il y a les systèmes de contrôle, il y a les systèmes de positionnement. Et nous, en fait, notre spécialité, c'est vraiment les systèmes de positionnement. Donc, ensuite, s'il y a des constructeurs qui veulent faire les systèmes de perception ou les systèmes de contrôle, ils peuvent en fait utiliser notre technologie pour les systèmes de positionnement, pour vraiment savoir que nous, on a l'expertise derrière. Et ils peuvent en fait construire leur propre puzzle autour de leur propre solution de perception, etc. Donc Tesla, eux, ils font un peu tout en même temps. Donc ils font vraiment tout. Ils font même leur propre hardware, ils ont leur propre GPU, etc., qui processent les données. Donc, par exemple, il y a d'autres exemples qui sont en ce moment en production. Je pense qu'ils sont meilleurs que Tesla. C'est Cruise, donc le Super Cruise de General Motors. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Cruise, qui est une entreprise de voitures autonomes. On peut les voir à San Francisco. C'est des voitures avec blindées de capteurs. Et en fait, Cruise, ce qu'ils ont fait, c'est, GM, ce qu'ils ont fait avec leur technologie Super Cruise, ils ont cartographié toutes les autoroutes des États-Unis. Et en fait, donc en utilisant une technologie très similaire à la nôtre. Et en fait, dans leurs produits, ils proposent une conduite autonome. En fait, je trouve qu'il serait beaucoup plus
beaucoup moins dangereuse que celle de Tesla parce qu'en fait, la voiture, elle connaît déjà la route en avance, elle connaît déjà la trajectoire qu'il faudra prendre en avance de manière extrêmement précise. Donc, je pense qu'il y a des applications du même type de technologie que nous, sur lesquelles on travaille, qui sont, oui, beaucoup plus, moins dangereuses que la manière dont Tesla procède, oui. Et du coup, Daniel complète en disant j'ai eu écho qu'un utilisateur de Tesla a vu sa voiture très brusquement freiner suite à un panneau rappel de vitesse confondu avec un stop. Par exemple, cela ne pourrait pas arriver avec votre technologie, d'après ce que j'ai compris. Alors, comme dit, donc nous, donc nous, on travaille pas vraiment sur les systèmes de contrôle. En soi, on a fait des trucs, ce que vous voyez, c'est vraiment un truc à l'arrache qu'on a fait. Et donc aussi, oui, donc ça c'est vrai, parce que donc Tesla, comme dit, vu qu'en fait, les modèles d'apprentissage machine, c'est quand même on est encore dans l'enfance quand même de ces trucs du machine learning. Oui, Tesla, vu qu'ils ne connaissent pas à l'avance les panneaux de signalisation, ben nous, par exemple, si on voit un panneau de signalisation et on l'a vu avec 14 voitures différentes, ben ouais, on va clairement pouvoir confirmer en avance que ce panneau de signalisation sera bien un stop et pas un céder le passage ou quoi que ce soit. Donc oui, c'est sûr que connaître les données à l'avance, ça permet beaucoup de problèmes que Tesla a. Ouais, le privé. Ok. Ce cher Franck qui dit traverser un tunnel avec la luminosité réduite et l'absence de satellite ne nuit pas trop à la conduite autonome. Alors, du coup, c'est pour ça en fait que nous on utilise la caméra. Donc, on a quand même des algorithmes d'adaptation de luminosité embarqués sur la caméra. Et donc, en fait, nous, quand en fait on traverse le tunnel, on a déjà cartographié le tunnel. Donc, la luminosité du tunnel, elle change en fait entre le jour et la nuit. Donc, il suffit juste qu'en fait on passe, on fasse une fusion de cartos de jour et de nuit. Et en fait, ça crée une résilience à travers les différents types de luminosité. Et là, en fait, ça garantit que la caméra, en fait, elle fonctionne dans ces différents types d'illumination. Ensuite, au cas où il n'y a pas de caméra, il faut aussi penser qu'en fait, on a les encodeurs de roues et on a l'IMU, donc l'Inertial Measurement Unit, qui aussi peuvent fonctionner pour compenser le GPS. Donc, c'est-à-dire que plus le tunnel est long, moins ça va marcher, mais si le tunnel il fait 50 ou 150 mètres, il n'y a pas de souci, ça peut quand même clairement fonctionner. Ok, super. Alors les questions, j'espère que j'en loupe pas dans le lot. Comment avec le système de cacher les données de reconstitution 3D, le système fait pour gérer les travaux sur la voie ou alors je suppose avec des mises à jour, il y a des mises à jour régulières, c'est ça? Parce que, ouais, alors donc en fait plusieurs choses. En fait ça dépend du travaux. Donc si les travaux changent complètement la scène, oui, clairement là il faudra repasser avec la voiture. Par contre, si les travaux changent que je sais pas, un quart, un tiers de la scène, mais en fait, il y a quand même voilà, les 2 tiers, les 3 quarts de la scène qui sont toujours, en fait, on peut toujours utiliser pour se repositionner. Donc en fait, c'est en fait ça d'avoir, c'est un peu une des puissances du sparse monocular slam, c'est qu'en fait, on utilise que 4, 5, 6 patchs de pixels pour se repositionner. Et du coup, s'il y a quelques changements, en fait, ça nuit pas forcément au repositionnement. Ok. Mathias demande si les voitures autonomes seraient plus ou moins chères que les voitures standards, si plus chères, à quel point? Alors, en ce moment, une voiture autonome comme Cruise, ça coûte à près de $400 000. Donc, c'est, on va dire, allez, $100 000, $150 000 de capteur et $100 000 de GPU. Voilà, c'est plus encore le prix de la voiture, etc. Donc en ce moment, c'est très cher encore. Par contre, il y a des boîtes là qui sont en train de donc Velodyne LiDAR, Ouster, Luminar, qui sont en fait ça que des boîtes de LiDAR, sont en train de fabriquer des LiDAR low cost, qui sont pas des LiDAR à 360 degrés, mais des LiDAR avec un field of view de 90 ou 140 degrés à l'avant. Et donc ça peut déjà en fait
c'est des LiDAR qui coûtent $1000, qui coûteraient $1000 et qui sont déjà en production. Donc, je pense que c'est possible qu'on voit le LiDAR venir d'ici quelques années, enfin d'ici 3-4 ans, dans des voitures de production, qui seraient pas forcément beaucoup plus chères, voilà, que ce qu'on voit maintenant. Ouais. Du coup, Thibaut parle des motos autonomes. Ouais, ok, moto autonome. Est-ce que ça serait possible, selon toi, de proposer des motos autonomes? Est-ce que ça nuit pas au plaisir, ça? Enfin bref. Non, je pense que c'est possible. Enfin, je veux dire, on a quand même on sait déjà faire des systèmes de contrôle qui arrivent à garantir l'équilibre de la moto sans vraiment en fait qu'il y ait quelqu'un dessus qui garantit l'équilibre. Donc, je pense que ça, oui, ce serait possible. Je crois Toyota, ils ont fait des tests sur un circuit en Californie qui en fait montre un robot qui conduit une moto. Donc, je pense que ça serait possible. Après, en fait, c'est plus des motos, c'est plus des voitures, des 3 roues. Enfin, c'est l'utilisation même d'une moto autonome. Je pense que sur le principe, c'est quand même assez compliqué, quoi. Ouais, je pense que c'est compliqué. Je ne sais pas si il y a le but économique derrière qui est de transporter des gens, quoi. Donc, ouais. Alors, justement, Arthur, dire quelles sont les compétences à avoir pour travailler sur les projets autour des voitures autonomes. Par rapport, et peut-être j'extrapole sur une question, quelles sont les compétences techniques que tu as hormis le C++, mais quels sont les projets ou les compétences que tu as pu acquérir à Epitech qui te servent aujourd'hui au quotidien dans tes missions? Ouais, alors, déjà, le background, donc c'est clairement du C++, de l'embarqué, mais vraiment au niveau Epitech, c'est déjà de la programmation concurrentielle, donc multithreading, du network, du GPU, du GPU. Enfin, vraiment, donc voilà, tu vois, la programmation jeux vidéo 3D, ça c'est hyper important parce que voilà, on fait plein de transformations 3D, plein de mathématiques en 3D. Donc du coup, si tu sais écrire un jeu vidéo, faire des translations, des rotations, différentes transformations, etc. Je veux dire, ça c'est clairement des trucs qu'on utilise. Et en plus de ça, moi j'ai travaillé sur du rendering. Puis ensuite de l'extraction de primitives sur GPU, etc. Donc c'est vraiment, je pense que Epitech donne un très bon background général sur ces différentes catégories de programmation. Donc je pense que si vous voulez travailler là-dedans, c'est vraiment, je pense, le GPU, l'analyse de signal, le C++, le networking, le multithreading, qui sont hyper importants. Et après, il y a beaucoup de ressources en ligne pour faire de l'imagerie. Donc moi, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. C'est de la curiosité personnelle et c'est devenu mon projet libre en Tech 3. Donc moi, je recommande juste la curiosité personnelle et s'intéresser au système d'imagerie parce qu'il y a vraiment énormément de ressources en ligne. Alors, je vais encore prendre quelques questions. Est-ce que ce concept de véhicule autonome pourra être adapté sur des moyens de transport autres que terrestres? Autres que terrestres, donc l'aviation par exemple ou, je suppose, ouais. Oui, il y a, je veux dire, maintenant dans les avions, faut quand même savoir que l'atterrissage est quasiment autonome. Je veux dire, la grande majorité des avions maintenant sont autonomes. Les avions de ligne, c'est même, je pense qu'il y a tout qui est autonome à part le décollage. Et encore, je suis même pas sûr. Donc, je pense en fait la question c'est, il y a quand même un certain degré de complexité. Et en fait, plus il y a un degré de complexité, plus il y a une possibilité d'erreur. Et je pense que par exemple dans l'aviation, je veux dire, faut comprendre que les standards de code dans l'aviation, c'est du C sans allocation heap. Donc je veux dire, tous les systèmes de contrôle en aviation, je veux dire, tout le C++, tu peux le jeter à la poubelle, quoi. Donc c'est que du C, donc tous les algos de contrôle, des moteurs, etc., c'est que du C. Donc je pense que plus il y a de complexité, plus il y a d'erreurs qui est possible. On le voit déjà avec les systèmes MCAS de Boeing. Donc je pense que ça va prendre du temps
avant d'arriver là où il n'y a vraiment pas de supervision humaine dans les avions de ligne, etc. Donc, je pense qu'on en est loin, parce que si l'avion de ligne, il y a un bug, il tombe, quoi. Donc, voilà. Je reprends encore une ou deux questions. Alexis qui dit, serait-il possible d'utiliser une technologie magnétique pour le repositionnement de la voiture autonome? Une technologie magnétique, c'est-à-dire Alexis précise son propos. Bon, en attendant, je vais prendre les questions suivantes. Une opinion sur les équipementiers français, type, on connaît Valeo, mais il y en a d'autres qui proposent des navettes autonomes pour les sites industriels. Ouais, alors moi je pense que c'est une approche très différente de l'approche américaine. L'approche américaine, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas vraiment de transport en commun ici. Et en fait, c'est vraiment le monde l'univers de la voiture aux États-Unis. Du coup, c'est pour ça que tout le monde veut la voiture autonome pour l'individu ou même, ou pour les transports en commun, pour en fait utiliser une infrastructure qui existe déjà, donc les routes. En France, on a déjà des réseaux ferroviaires ou des systèmes de transit public qui sont très très bons comparé aux États-Unis. Et en fait, je pense que la navette autonome a un rôle différent. Et je pense que ça s'adapte très bien à la culture française, je pense. Donc Navia, etc. Je pense qu'ils ont un bon marché à prendre en France parce que la culture est juste différente. Ensuite, au niveau algorithmique, eux, ils font un truc assez bourrin, je crois, au niveau du LiDAR. Donc, ça serait cool qu'ils utilisent notre technologie, quoi. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas si c'est des étudiants qui ont des contacts chez Valeo, qui ont fait des stages ou de l'alternance sur Valeo. Vous pouvez transmettre les coordonnées de Lucas. Bon, en tout cas, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là au niveau des questions. Si tu avais un conseil à donner aux étudiants d'Epitech, aux futurs étudiants d'Epitech, parce que je sais que dans l'audience, il y a des futurs étudiants, des lycéens qui nous écoutent. Si tu avais un conseil à donner à ces étudiants-là par rapport à leurs études, par rapport au regard que tu portes sur ta scolarité versus ce que tu peux faire aujourd'hui, ce serait quoi? T'as pas 2 heures, t'as pas 2 heures, t'as 2 minutes, Lucas. Ouais. Je dis à rester curieux, quoi. Donc c'est vraiment, faut rester curieux, continuer à apprendre de nouvelles choses. Vraiment, c'est vraiment rester ouvert d'esprit, quoi. Parce que moi, là, je travaille dans une équipe très multidisciplinaire. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens en aérospatial, des gens en embarqué, des gens en imagerie. Je veux dire, c'est des gens qui sont des post-docs ou c'est des gens qui ont écrit du code sur des satellites. C'est vraiment une grosse variété de gens. Et en fait, on a tous des forces et des faiblesses. Et c'est pour ça qu'on a une équipe. Et c'est pour ça, en fait, c'est rester curieux à ce que les autres font, à apprendre des nouvelles disciplines, même si c'est des choses complètement différentes de ce qu'on fait. Et c'est vraiment ça, en fait, qui te construit en tant que bon ingénieur, je pense. Ok, super. En tout cas, merci Lucas pour ton temps, Ouais. pour le temps que tu nous as accordé, pour cette belle présentation. Et puis, si jamais vous souhaitez entrer en contact avec Lucas, je pense que vous pouvez le contacter directement sur LinkedIn. Et puis, si jamais là, vous avez des questions, vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à interagir. Voilà, je pense que c'est plus simple de te contacter sur LinkedIn que par mail, Lucas, tu confirmes? Oui. Ouais. Ok, parfait. En tout cas, merci pour votre attention. Franchement, c'est une belle présentation. Et puis à très bientôt. Et puis on se recontacte, Lucas, demain pour ton projet d'antenne, quoi. Voilà. Super. Merci. Merci à toi. À bientôt. Bonne matinée pour toi, en fait. Ouais, Oui, c'est ça. Bonne journée. Merci. Merci, Lucas. À bientôt. Bonne journée à tous. Bonne fin de journée à tous. Merci bien, bonne journée.